maritime et économie bleue, c'est le thème de l'atelier ouvert ce matin dans la capitale économique ivoirienne par le Premier ministre. La rencontre devrait permettre aux autorités maritimes ivoiriennes de bénéficier de l'expertise de différents acteurs en matière de lutte contre la criminalité dans l'espace maritime. Les épreuves écrites du BEPC ont démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Ils sont plus de 307 000 candidats à frapper aux portes du second cycle. L'examen va se dérouler sur 3 jours. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, 65,3 millions de personnes ont quitté en 2015 leur foyer ou leur pays en raison des guerres ou de persécutions. Le nombre d'exilés ivoiriens, lui, a considérablement baissé. Et puis, selon le Haut Commissariat des Nations Unies, et toujours dans le cadre de ce journal, on va en parler. On parlera également environnement. Ce sera pour tout à l'heure. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. On démarre tout de suite avec cet atelier ouvert ce matin, sûreté maritime et économie bleue. C'est le thème retenu pour cet atelier ouvert ce matin dans la capitale économique ivoirienne par le Premier ministre. La rencontre devrait permettre aux autorités maritimes ivoiriennes de bénéficier de l'expertise de différents acteurs en matière de lutte contre la criminalité dans l'espace maritime. On en parle avec Herman Guivet. 70% de la production pétrolière en Afrique est concentrée dans le golfe de Guinée. Malheureusement, l'insécurité continue de sévir en pleine mer. Une insécurité manifestée de diverses manières, trafic de drogue, trafic illégal d'armes, actes de piraterie et pêche illégale. Actes illicites qui favorisent la corruption, menacent la démocratie et l'état de droit. Des actes qui doivent être combattus par tous les moyens. Le gouvernement ivoirien en a bien conscience. La Côte d'Ivoire s'organise pour donner une réponse appropriée aux défis auxquels elle se trouve confrontée en matière d'économie maritime. Car comme chacun le sait, sur terre ou en mer, aucun développement économique ne peut se faire sans un environnement sûr et sécurisé pour les personnes et pour les biens. En vue d'aboutir à une sécurisation et une appropriation de l'espace maritime national, le gouvernement a procédé à la mise en place d'un comité interministériel composé des départements ministériels ayant un intérêt en mer sous la coordination du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les pays amis et nos partenaires reconnaissent que nous avons dans le secteur de l'action de l'État en mer des officiers et des cadres bien formés et solidement outillés pour les missions qui leur sont dévolues. Ce qui leur fait souvent défaut, ce sont les équipements et les infrastructures. Pendant 2 jours, experts en matière de lutte contre la criminalité dans les espaces maritimes et autorités maritimes ivoiriennes partageront leurs expériences. Le résultat de leurs travaux contribuera à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'action de l'État en mer. Et on reste avec Herman Guivet pour évoquer cette fois une autre activité du chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, qui a accordé une série d'audiences ce lundi, notamment à Marcel de Souza, président de la commission de la CEDEAO, au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre les États de la CEDEAO. D'une CEDEAO des États vers une CEDEAO des peuples, voici l'idée majeure qui a conduit l'audience accordée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan au président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza. La paix et la sécurité dans la sous-région, le développement de grands chantiers d'interconnexion figuraient également au chapitre des sujets abordés. Ces infrastructures, nous les avons ciblées. La route Abidjan-Lagos et Abidjan-Dakar, en deux phases. La deuxième priorité, c'est les rails, dans l'infrastructure ferroviaire, qui vont partir d'Abidjan, prenant en compte cet rail, avec la boucle qui passe par Niamey, Parakou et puis Cotonou. Évidemment, Lagos également, qu'on fasse une connexion avec Lagos et puis Lomé. Nos pères fondateurs ont souhaité que nous ayons l'intégration et il est temps que nous ayons un peu plus de réalisation concrète que de réflexion, de séminaires, etc. Seconde audience accordée à Arda Hermout, président de l'Association internationale des agences de promotion et d'investissement. Le but principal est de discuter et de trouver les moyens qui vont nous aider pour créer un environnement
plus favorable pour les investissements, notamment ici dans la sous-région et la région subsaharienne. Notons que le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, a pris part à cette audience. Des structures sous tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère de la Promotion de l'Emploi des Jeunes du service civique ont signé plusieurs conventions. Il s'agit d'un engagement à œuvrer pour donc résorber le problème du chômage en Côte d'Ivoire. Grâce Kando. Plusieurs actions sont menées sur le terrain pour apporter une solution à cette problématique de l'emploi des jeunes à travers des partenariats. Des conventions entre des structures relevant du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère de la Promotion de l'Emploi des Jeunes et du Service civique ont été signées. Ces signatures de conventions entre nos différentes structures viennent consacrer une coopération fructueuse au service de l'amélioration de l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire. La jeunesse, c'est le socle d'un pays, c'est l'énergie d'un pays, c'est son avenir. Si la jeunesse est bien formée, le pays va se développer. Si la jeunesse a un encadrement moral efficient, les actes que les jeunes vont poser vont aller dans le sens du développement du pays. Et je souhaite que ces partenariats aient des résultats concrets. L'action est encouragée par les guides religieux. Ils se sont engagés à accompagner la politique du gouvernement en matière d'employabilité des jeunes. Dans l'actualité également ce soir, les épreuves écrites du BEPC qui ont démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Ils sont plus de 307 000 candidats à frapper aux portes du second cycle. L'examen va se dérouler sur 3 jours. Koné Pagassoro était sur le terrain. Par ce geste, le directeur de cabinet de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, donne le top départ des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC. C'est le centre d'examen du lycée municipal d'Atekoubé qui a servi de cadre pour le lancement des premiers sujets. Assoumou Cabran s'est ensuite rendu au lycée moderne Jeune Fille de Yopougon pour encourager mais aussi exhorter candidats, membres du secrétariat, surveillants, chefs de centre à travailler de façon consciencieuse. Il faut qu'ils soient professionnels. De la même façon qu'on a eu à faire les enseignements dans des conditions très claires, ce n'est pas à la fin de l'année qu'il faut changer. Donc c'est le même esprit qui a guidé notre travail d'enseignants. C'est ce même esprit-là que nous voulons voir présider nos actions lorsqu'il s'agit donc de faire l'évaluation finale. Message bien reçu par les différents acteurs du système éducatif. Ce n'est pas pendant les écrits ou pendant les examens qu'il faut les aider. Quand on veut aider un enfant, c'est au début de l'année scolaire qu'on aide l'enfant. Tout se passe bien jusque-là. Les candidats ont déposé de l'autre côté là-bas tous les documents compromettants. Au total, 330 048 candidats composent dans 552 centres d'examen sur toute l'étendue du territoire national. Des candidats qui se disent confiants, ils trouvent les épreuves abordables. On a commencé à 8 heures, puis nous sommes en train de composer pour la composition française. C'est facile. C'est la première épreuve, tout se passe bien. C'est quelque chose que nous avons vu en classe, c'est abordable, je peux m'en sortir. Pendant 3 jours, ces candidats composeront dans 10 matières, dont une matière facultative. Voilà, les candidats au brevet d'études du premier cycle et du test d'entrée en seconde composeront donc dans 10 matières. Vous l'avez dit, Pagassoro connaît. Sur ces 3 jours, 552 centres d'examen sont retenus sur le territoire national. Aucun incident majeur pour l'heure. Nos équipes de reportage ont sillonné pour vous quelques villes de l'intérieur. Regardez. Ils sont 6 908 pour le BEPC et 478 pour le test d'orientation en seconde, soit au total 7 386 candidats repartis dans 15 centres d'examen. Avant le démarrage des épreuves, la peur et le stress sont perceptibles chez certains candidats. Dans la direction régionale de l'éducation nationale du Poro, les examens à grand tirage pour cette année sont placés sous le signe de l'excellence. Les épreuves écrites du BEPC et du test d'orientation en seconde prendront fin ce vendredi. Les résultats sont attendus le 12 juillet 2016, 14 h. Contrôle strict des convocations et des pièces d'identité des candidats à l'entrée du lycée moderne de Nembo, centre d'examen du BEPC, composition française, 2 sujets au choix. C'est par cette discipline
que les 16 935 candidats de la région de Békay repartis dans 27 centres ont débuté les épreuves écrites de cet examen. Si les candidats officiels négocient leur entrée au second cycle, les candidats libres, eux, sont à la recherche de ce précieux sésame pour négocier un autre virage dans la vie active. Lycée municipal de Sekensi, un des centres d'examen du BEPC dans la direction départementale de l'éducation nationale de Tiassalé. Les candidats reçoivent la visite des autorités éducatives locales, accompagnés du secrétaire général de la préfecture de Tiassalé, Kokora Xavier, et du maire de Sekensi. Entre vœux de succès et exhortation à la sérénité et à proscrire la tricherie, les candidats restent concentrés pour plancher sur l'épreuve de composition française, la première de la journée. Ils sont au nombre de 636 pour le seul centre du lycée municipal de Sekensi, où examinateurs et membres des secrétariats veillent au respect strict des consignes et à la vigilance. Pour cette session 2016 du BEPC dans le département de Tiassalé, Chantal Rosine Tareg, directeur départemental de l'éducation nationale, a recommandé aux uns et aux autres de faire preuve de plus de responsabilité pour des examens crédibles et propres. La même recommandation a été faite à Tabo et à Tiassalé, dernière étape de la tournée des autorités éducatives de ce département. Et on change complètement de sujet. Aujourd'hui, 20 juin, journée mondiale des réfugiés, occasion de se pencher sur les conditions de vie de ces personnes vulnérables. En Côte d'Ivoire, l'événement a été marqué entre autres par des activités initiées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en collaboration avec le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. L'accent a été mis sur la solidarité autour des réfugiés. Sidonie Davila. Nous, les jeunes, nous sommes réunis de certaines personnes, comme ça on a créé des entreprises ensemble. On fait des impressions, des t-shirts numériques, des badges. De mon côté, je savais faire les produits cosmétiques. Je suis là pour vous dire que la Côte d'Ivoire, c'est un pays où quand tu travailles, tu gagnes. Ces réfugiés, des exemples de réussite d'intégration en Côte d'Ivoire. Un tableau reluisant qui ne peut toutefois faire oublier les problèmes auxquels font face les réfugiés vivant dans le pays. Nous prions le gouvernement ivoirien de bien vouloir toute main en œuvre pour délivrer les titres de voyage biométriques aux réfugiés. Nous souhaitons que le gouvernement puisse accorder aux réfugiés les mêmes avantages que les nationaux en matière de frais d'inscription dans l'université publique. Le gouvernement ivoirien réaffirme à l'occasion de la célébration officielle de la Journée mondiale du réfugié à Abidjan sa détermination à aider les réfugiés à apporter des solutions idoines à leurs différentes préoccupations. À ce jour, la Côte d'Ivoire accueille plus de 1500 réfugiés. Les réfugiés ivoiriens dans le monde étaient estimés il y a quelques années à 300 000. Environ 200 000 ont regagné le pays à ce jour. Je répète encore l'appel lancé par son Excellence le Président Ouattara que nos frères et sœurs en exil, réfugiés dans plusieurs pays, reviennent en Côte d'Ivoire. Les personnes réfugiées et déplacées dans le monde ont été estimées à 60 millions en 2014, un record selon le HCR. Le Haut Commissariat aux réfugiés et le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, Sahara, rappellent à tous le devoir de solidarité envers ces personnes vulnérables. Je voudrais ici saluer l'hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire à l'endroit des réfugiés et son engagement constant pour la recherche de solutions durables à leur situation. Cette exemplarité de la Côte d'Ivoire nous montre combien le thème de cette année, avec les réfugiés, est une réalité. La journée du réfugié, un moment de petit bonheur pour ces personnes loin de leur pays. Les meilleurs élèves ont reçu des prix quand l'ensemble des réfugiés se sont amusés au son des rythmes du moment. Et selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, 65,3 millions de personnes ont dû quitter en 2015 leur foyer ou leur pays en raison des guerres ou de persécutions. Le nombre d'exilés ivoiriens, lui, a considérablement baissé selon le gouvernement. On fait le point avec Herman Guivet. Guerre civile, crise migratoire, famine, catastrophe naturelle, autant de mots qui s'abattent sur l'humanité et qui engendrent de lourdes conséquences. Au nombre de celles-ci, les mouvements massifs de personnes vers d'autres cieux, fuir la mort pour trouver la vie ailleurs. Ils sont, selon le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, plus de 65 millions de personnes qui ont dû quitter leur foyer.
Toujours selon les statistiques du HCR, chaque minute qui s'écoule, 24 personnes quittent leur terre natale pour une destination inconnue. Des chiffres qui inquiètent l'organisation et obligent à une action collective pour freiner ces mouvements de personnes qui déstabilisent les sociétés. Fuite de cerveau, fuite de compétences, aucun continent n'est épargné. L'étiquette de réfugié est sans aucun doute la plus partagée dans le monde. Pour beaucoup d'entre eux, le nouveau départ tant recherché n'aura jamais lieu. Les espoirs de lendemain meilleur iront mourir dans la Méditerranée ou dans les camps de fortune installés à la lisière des grandes capitales européennes. Sur le champ de l'exil, les portes ne sont pas toujours ouvertes. Certains pays d'Europe, devant l'affluence des déplacés, se barricadent. L'Afrique tient également une place de choix dans le livre des déplacés en quête de bonheur. L'instabilité économique et politique qui sévit dans plusieurs pays du continent y est pour beaucoup. En Côte d'Ivoire, des actions sont initiées par le gouvernement afin d'aider au retour des Ivoiriens lancées depuis quelques années sur les chemins de l'exil. Des actions engagées avec le concours du HCR. L'institution internationale demande plus d'actions de la part des pays économiquement forts afin de freiner cet exode massif de déplacés, nul n'étant à l'abri de cette catastrophe humanitaire. En attendant qu'une solution efficace soit trouvée pour limiter cet exode de population, les réfugiés ont besoin d'aide et de l'assistance de tous. Et je vous propose de faire un tour à Blolequin, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, Blolequin où des ex-réfugiés tentent de se reconstruire. Ils ont décidé de rentrer au bercail après des années d'exil au Libéria voisin. Notre correspondante Eve Boué les a rencontrés à la faveur de la Journée mondiale des réfugiés, célébrée donc ce 20 juin. Rita Duo est une ex-réfugiée. Originaire du département de Blolequin, elle est rentrée du Libéria en 2014 avec son époux et leurs 2 enfants. Malheureusement, en essayant de récupérer sa forêt pour faire vivre sa famille, son époux a été assassiné. Son papa lui avait promis 12 hectares. Il est venu trouver 4 hectares. La forêt qui était derrière les 4 hectares était déjà vendue. Lui, il ne savait pas. Comme il a tout nettoyé la forêt, c'est dans la forêt maintenant qu'ils l'ont tué, ils l'ont assassiné. Comme l'époux de Rita, ils sont nombreux ces retournés qui sont confrontés aux problèmes du foncier rural. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vraiment tout était devenu compliqué. J'ai perdu toute ma forêt. Ma forêt a été dévastée, tout vendu. Je ne sais même pas où il faut travailler pour avoir un peu. En plus de la question foncière très récurrente, ces ex-réfugiés éprouvent des difficultés pour se soigner. J'ai un cancer. Je n'ai jamais été pris en charge, ni ici ni au Libéria. Travailler pour nourrir les siens, une chose difficile. Certains essaient de retrouver un emploi perdu. J'ai formé ma demande de réintégration. J'ai déposé à la préfecture, à Sarah. Bon, j'attends de voir. Toujours quand je m'avais dit, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Par contre, d'autres ont suturé leur épingle du jeu. Quand je suis arrivé, je me suis adapté à mes amis commerçants. Donc actuellement, mon patron même Abed, il est là à la gare. Je lui ai expliqué mon cas aussi. En tout cas, il m'a apporté de l'aide. Il me donne un peu quand je travaille. Il va verser son argent et en tout cas, ça m'aide à survivre. Survivre, un mot qui trouve tout son sens avec les ex-réfugiés du département de Blolequin. L'État et ses partenaires comme le Haut Commissariat des réfugiés, le Programme alimentaire mondial, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides les aident à retrouver une dignité. Comme ici à Keibli, un village quartier de Blolequin. 116 ex-réfugiés travaillent dans ce champ communautaire. On vend une partie qu'on met dans la caisse pour souvenir à nos besoins et la seconde partie, on la distribue à tous ceux qui ont participé aux travaux. Des actions insuffisantes pour leur totale réinsertion. Réunis donc en association, ils lancent un appel. En attendant un écho favorable à cette demande, la vie suit son cours pour ces 1300 familles rentrées du Libéria suite à l'appel du président de la République. Un retour à Abidjan, précisément à l'université Félix Houphouët-Boigny, où les étudiants étaient en procession ce matin, une longue marche pour rendre hommage à Alaba Roland Bonaventure, l'étudiant décédé au campus de Cocody suite à un accident de la circulation. C'était vendredi dernier. Dans la file, quelques membres du gouvernement, des gerbes de fleurs ont été déposées sur le lieu de l'accident. Le témoignage d'Éric Gouré.
Des milliers d'étudiants en procession pour rendre hommage à Alaba Roland, étudiant en licence 1 en sciences éco à l'université Félix Houphouët-Boigny, décédé à la suite d'un accident de circulation le vendredi 17 juin dernier sur le campus. Ses amis entendent honorer sa mémoire à travers cette marche. On est en train de lui rendre hommage et j'en suis fier. Mais c'est une famille qui a perdu quelqu'un sur lequel ils avaient investi. Et c'est une personne handicapée. Et c'est ce qui fait encore le plus mal parce que nous bravons assez de difficultés pour venir au cours. Ce décès tragique ne laisse pas indifférent le gouvernement ivoirien. 3 ministres sont venus soutenir les étudiants dans cette épreuve difficile. Côte à côte, les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des sports et loisirs et enfin de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Les étudiants ont décidé de lui rendre hommage, mais de façon pacifique, pour montrer que c'est un accident qui peut arriver à tout le monde. Les leçons qu'on doit tirer, c'est qu'il faut davantage sécuriser le campus. C'est ce que les étudiants demandent et nous sommes d'avis avec eux. Mais tout doit se faire dans le dialogue, dans la discussion et non dans la violence. Les étudiants ont marché pacifiquement et ils ont démontré devant les autorités qu'ils voulaient tourner dos à la violence. Et à l'université Félix Houphouët-Boigny, tout s'est passé dans des conditions meilleures. Ils ont aussi montré à travers cette marche l'amour qu'ils avaient pour leurs amis qui les a quittés. Ouverture ce lundi du premier forum régional sur l'investissement en Afrique subsaharienne. Les experts réfléchissent à la mise en place de mécanismes et de stratégies en vue d'augmenter le volume des investissements pour l'émergence de ces 48 pays d'Afrique concernés. Francis Boifo. Augmenter le volume des investissements directs étrangers en Afrique subsaharienne, il le faut. Sur plus de 700 000 milliards de francs CFA investis à travers le monde en 2015, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l'Afrique subsaharienne a enregistré plus de 21 000 milliards, soit 3% du flux global. La rencontre d'Abidjan permettra aux responsables d'agences de promotion d'investissement de repenser les mécanismes et stratégies pour relancer l'investissement étranger en tenant compte des facteurs de blocage. Le privé ne s'accommode pas de bruit de bottes. Le privé ne s'accommode pas de désordre. Le privé ne s'accommode pas de corruption. Voilà les facteurs. La Côte d'Ivoire attend beaucoup de ce forum, même si le pays enregistre de nombreux acquis en matière de promotion d'investissement. Il s'agit notamment de la restructuration du CEPICI, l'octroi de l'agrément à l'investissement en 21 jours, 3. La création de la haute autorité de la bonne gouvernance et de la lutte contre la pauvreté, 4. L'adoption d'un cadre réglementaire des PPP, 5. La création du tribunal de commerce d'Abidjan. 6. La mise en place du Conseil national de la sécurité pour les réformes du secteur de la sécurité. Et enfin, la mise en place d'un comité de concertation État-secteur privé. Les conclusions issues de cette rencontre seront soumises à l'attention des chefs d'État pour améliorer l'environnement des affaires dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Des échanges d'expériences entre acteurs de la décentralisation et du développement local à Yamoussoukro, c'était à l'occasion d'un atelier qui réunissait les maires francophones. Les travaux ouverts jeudi dernier ont porté entre autres sur le statut de l'élu local et la fonction publique territoriale. Charles Tatou pour en savoir davantage. Les maires francophones viennent de boucler les travaux de leur rencontre sur le statut de l'élu local et la fonction publique territoriale. Les travaux ont enregistré près de 160 participants, acteurs du développement local et partenaires techniques et financiers. Ils ont échangé pour armer le groupe de plaidoyer d'argumentaires documentés basés sur des diagnostics. Une création de centre national pour la formation, mais également la gestion du personnel dans nos collectivités locales. L'année dernière, nous étions déjà en France pour voir le site de formation de personnel local. Nous avons déjà tous les textes pour implanter cet institut ici en Côte d'Ivoire. Des recommandations, mais aussi des motions de remerciement à l'endroit du chef de l'État. Pour le grand intérêt qu'il a toujours manifesté pour le processus de la décentralisation,
en retenant comme pilier de son action de développement la mise en place d'un institut national de renforcement des capacités des collectivités territoriales et d'une fonction publique territoriale inscrite au nombre des engagements qu'il a pris dans son programme de gouvernement. Le président de l'UVICOSI, Gilbert Kone-Kafana, et le préfet de la région du Bélier ont salué les efforts des participants. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale était récemment dans la région du Bafing. Sarah Sako Fatika y était pour sensibiliser les populations sur la révision de la liste électorale. Le prochain référendum, les élections législatives, municipales et régionales, étaient donc au cœur des échanges. Notez que cette tournée a également vu l'installation des présidentes locales du Rassemblement des femmes républicaines. On en parle avec Mamadou Okwasi. Sarah Fadiga Sako, première vice-présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, à la rencontre des militantes du Rassemblement des Républicains RDR de Niokosso, dans la région du Bafing. Une rencontre pour installer la présidente locale du Rassemblement des femmes républicaines, RFR, mais aussi pour échanger sur la vie du parti dans cette région de la Côte d'Ivoire. Dans ce périple, elle est accompagnée par le président du conseil régional du Bafing, Lassina Diomandé, lui-même cadre du RDR. Mawa Dosso, présidente RFR, nouvellement installée, et son équipe ont salué les actions de développement réalisées en leur faveur par le président de la République, Alassane Ouattara, à travers le conseil régional. Les actions portant sur le reprofilage lourd de leurs routes, ainsi que l'électrification de plusieurs de leurs villages. Lassina Diomandé a rassuré la population que ces actions seront renforcées en vue d'améliorer davantage leur quotidien. Sarah Sako Fadiga, cadre du RDR et par ailleurs marraine de cette cérémonie, a présenté les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, sur la période 2016-2020. Pour elle, la réalisation de ces projets passe par la paix, mais aussi par la mise en place d'une nouvelle constitution. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale a indiqué également que cela se traduira par un référendum dans les mois à venir, mais qu'il faut d'abord s'inscrire sur la liste électorale. Une liste qui va servir, selon elle, pour les élections législatives, municipales et régionales. Après Niokosso, la délégation s'est rendue à Bouko et Yafé, toujours dans la région du Bafing. Les messages n'ont pas varié à ces différentes étapes qui ont vu également l'installation des présidentes locales du RFR. La fête de la musique, démarrée le 17 juin dernier, se poursuit jusqu'au 26 juin prochain. Quelle musique pour l'Ivoirien nouveau? C'est le thème de cette 25e édition. Une fête éclatée, 4 villes retenues, Abidjan, Grand Bassam, Bonois et Aboisseau. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Franck Quadio. Sa prestation achevée, c'est la fête de la musique, un moment qu'affectionne l'artiste Boklaï. Faire de la musique dans la joie, faire de la musique dans la positivité, dans l'amour du prochain. C'est là le sens de la fête de la musique, en fin de compte, lancée en 1984 par Jacques Lang, homme de culture en France. Pour la 25e édition, Grand Bassam en Côte d'Ivoire est choisi. Musique de tout genre et de tous les âges pour planter le décor. Et quand la musique est belle, le mérite aux acteurs. Et cela n'est pas oublié par Fousseni Dambélé, directeur de cabinet représentant le ministre de la Culture et de la francophonie Maurice Bandama. Le musicien, l'artiste donne plus qu'en retour, l'individu, la société, l'État ne lui donne. Donc nous devons célébrer, nous devons féliciter et nous devons être reconnaissants à nos faiseurs de musique. Félicitations, mais aussi rappeler le rôle social que devrait jouer le faiseur de musique. Quelle musique pour l'Ivoirien nouveau? Le thème est à propos. Pour ces musicologues, il faut donner un vrai contenu au message. Insister sur un contenu poétique amenant l'Ivoirien à se débarrasser du racket, à se débarrasser du népotisme, inviter l'Ivoirien à un esprit plus civique. Même avec le zouglou, je peux y arriver. Et avec le coupé décalé, avec d'autres types de musique, même de nos terroirs. Et justement sur la question, arrangeurs et chanteurs entendent faire des efforts. Franchement, l'Ivoirien nouveau doit adopter
un style de musique qui puisse l'amener à construire même son pays. Et je pense que c'est faisable. Le coupé-décalé, vous avez remarqué, c'est en train de gérer ça avec Moula 4 coins du monde qui est notre boss du coupé-décalé. On est en train de bosser tout pour que les artistes coupé-décalés maintenant véhiculent des messages. Être dans le moule pour une musique plus constructive, ce sera ça de gagner en filigrane un nouveau type de mélomane pour l'horizon futur. Et on parle environnement pour terminer, comme annoncé en titre, 2015, année meurtrière pour les défenseurs de la planète. Selon un rapport publié par l'ONG Global Witness, 185 personnes sont mortes dans le monde pour avoir défendu des terres de l'action néfaste des industriels. Ben Touré et Abou Sanogo. Au moins 185 défenseurs de l'environnement tués en 2015, soit un assassinat tous les 2 jours recensé dans 16 pays du monde. C'est ce qui ressort du dernier rapport On Dangerous Ground, en terrain dangereux, publié ce lundi 20 juin par l'ONG Global Witness. Un chiffre en hausse de près de 60% par rapport au rapport 2014, un record jamais atteint depuis 2002, date de la publication du premier rapport. Le Brésil est en peloton de tête avec 50 morts au compteur, suivi des Philippines, 33 morts, et de la Colombie, 26 morts. Toutes ces personnes ont été tuées dans des conflits associés majoritairement à l'extraction minière, à des activités agro-industrielles, forestières, hydroélectriques ou de braconnage. Les auteurs de ces assassinats, selon le rapport, sont issus pour la plupart des groupes paramilitaires, militaires, police et services de sécurité privés. L'ONG en appelle à l'implication des États pour mieux protéger les défenseurs de l'environnement. Global Witness en appelle aussi aux investisseurs et aux consommateurs, dont les choix à un bout du monde ont un impact direct sur le reste de la planète. Et c'est sur ces images que je vous dis au revoir. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur RTI1.